Bonjour tout le monde, on est rendu aux vidéos 11 dans le bloc 3. On continue dans le chapitre 8, on est rendu à la section 8.9 et avec ça on va faire l'exemple 19. Donc à la section 8.9, on vient parler de ce qu'on n'a pas abordé dans le chapitre 7, mais dont on avait parlé un petit peu dans le chapitre 6. C'est la gravitation universelle. Donc quand on s'éloigne de la surface de la Terre, la gravité n'est plus une force constante, ça devient une force variable qui va dépendre de notre distance par rapport au centre de la Terre. Donc, on a vu comment gérer les forces variables avec le ressort. On va faire le même travail avec la force gravitationnelle. Donc, la formule quand on s'éloigne de la surface, c'est Fg qui est égal à grand G, grand M, petit m sur R carré. Donc, là-dedans, grand G, c'est la constante gravitationnelle. Sa valeur était donnée dans le chapitre 5. Vous l'avez dans les documents comme les feuilles de formule. La masse des deux objets qui s'attirent l'un l'autre et la distance entre les deux objets ou entre les centres des deux objets. Donc, puisque la force est variable, la démarche qu'on va utiliser, ça va être de résoudre l'intégrale de la force sur un certain déplacement pour trouver le travail. Puis à partir du travail, après ça, on va pouvoir aller trouver l'énergie potentielle parce que dans le chapitre 8, on veut quand même plutôt fonctionner avec les énergies potentielles. Donc, le calcul du travail va utiliser la composante. Et ça va être une composante radiale. Au fond, ce que je fais ici, c'est l'équivalent du fx delta x qu'on avait dans la définition du travail. Vu qu'on veut mettre ça dans une intégrale, ça va être un dx plutôt qu'un delta. Mais ça reste que ça nous prend une composante. La force gravitationnelle va être dirigée vers le centre. Donc, si la Terre, par exemple, quelque chose comme ça, puis que j'ai un objet à une certaine distance, la force gravitationnelle va être vers le centre de la Terre. Par contre, quand on fait un axe radial, un axe R, c'est plutôt positif vers l'extérieur. C'est plus logique. Donc, quand j'ai besoin de ma composante, je vais devoir ajouter un moins à ma formule ici qui décrivait plutôt le module. Donc, dans mon intégrale, je me retrouve avec moins grand G, grand M, petit m sur R carré dr. Je peux sortir mes constantes. Il me reste moins, il me reste, pardon, le moins qui est ici, il est sorti aussi. Et l'intégrale de 1 sur R carré me donne moins 1 sur R. Donc, j'ai un moins qui va venir s'annuler avec l'autre. Et j'évalue du rayon final au rayon initial. Donc, ça donne la soustraction dans cet ordre-là. Donc, avec ça, je peux passer à l'énergie potentielle. On se rappelle que l'énergie potentielle est définie comme étant l'inverse du signe du travail, en fait, la variation d'énergie potentielle, pardon. Et l'inverse du signe, le signe opposé au travail fait par la force, c'est ici c'est pour conservatif. Donc, ça s'applique dans le cas de la force gravitationnelle. Donc, le delta U, ça veut dire UF moins UI. Et pour mon travail gravitationnel, j'ai grand G, grand M, petit m sur RF, moins grand G, grand M, petit m sur RI. Donc, en distribuant le moins ici, j'ai moins UF plus UI est égal à la même chose de l'autre côté. Et ce qu'on peut voir, c'est que les signes sont opposés. Donc, quand je vais définir ma fonction d'énergie potentielle pour un endroit précis, un rayon précis, je vais avoir un moins qui va être nécessaire. Donc, ça me donne ceci comme fonction. C'est une fonction inversement proportionnelle, mais dans le négatif. Donc, on va avoir une énergie très, très négative, infiniment négative si on est directement au centre de l'objet, ce qui est bien sûr impossible, et qui va tendre vers zéro au fur et à mesure qu'on s'éloigne du centre de l'objet. Mais va rester quand même toujours négative. Ça peut sembler contre-intuitif et un petit peu désemparant, si on veut, troublant, d'avoir une énergie potentielle négative, mais c'est vraiment seulement la variation qui est importante pour vraiment pouvoir décrire le mouvement physique. Dans mon document officiel, j'ai pas écrit juste la variation, c'est plutôt le signe de delta U. Donc, la variation exacte va donner le mouvement exact, mais le signe de delta U va pouvoir nous indiquer si
l'objet va accélérer ou va ralentir dans son mouvement. Donc, ça reste qu'au fur et à mesure qu'on s'éloigne, on augmente l'énergie potentielle, fait que ça peut pas être la même formule que U est égal à mgy. Le fait qu'on a une énergie potentielle qui augmente quand la distance augmente reste valide, donc ça s'applique quand même très très bien. Ici, par contre, on avait une position 0 qu'on pouvait mettre arbitrairement. On pouvait choisir notre 0 selon l'axe. Ici, bien sûr, on n'a pas le choix. Donc, l'énergie potentielle qui vaut 0, ça va être un rayon infini. Et la distance 0, c'est si on est directement au centre de l'objet. Bien sûr, on ne pourra pas avoir une distance de 0 exactement parce qu'on ne peut pas être exactement au centre de l'objet, puis on obtiendrait une division par 0 dans notre calcul. Ensuite, on va aller utiliser cette fonction d'énergie potentielle-là dans notre conservation ou variation d'énergie mécanique. Conservation d'énergie, mais énergie mécanique qui peut varier ou être conservée si jamais il n'y a pas de travail fait par des forces non conservatives. Là, on est en train de parler d'un objet qu'on veut envoyer très très loin de la surface de la Terre. Pour que la gravité soit plus constante, c'est ça que ça prend. Donc, pensez à des fusées, par exemple. On envoie une fusée, un satellite, quelque chose dans l'espace. Dans ce contexte-là, les WNC risquent d'être de la propulsion, donc de l'énergie qu'on prend sous forme d'énergie chimique initialement, puis qu'on transforme en énergie mécanique. Ou à l'inverse, si je pense à un satellite qui s'écrase sur la Terre, ça sonne pessimiste, mais en fait, on fait brûler les satellites quand ils ont fini leur vie utile, on les fait tomber dans l'atmosphère, puis ils finissent par brûler, pour pas qu'ils restent indéfiniment comme déchets dans l'espace. Donc, on a de la friction avec l'atmosphère qui peut aussi être considéré comme un travail fait par une force non conservative. J'ai mentionné qu'on ne mettrait pas de ressort à des objets dans l'espace, donc on n'aura pas de mix de cette fonction-là avec une demi-kx carré. Ce serait juste bizarre conceptuellement. Fait que c'est pas quelque chose qui va se passer. C'est juste si jamais vous vous posez la question. Donc, dans les formes d'énergie qu'on va avoir pour faire des travaux non conservatifs, c'est pas vraiment des forces exactes qu'on est capable de déterminer. On n'a pas une distance d'application, on n'a pas un angle d'application certainement des forces quand je parle de friction avec l'air ou de la propulsion. Ça va dépendre de comment la fusée est orientée. En fait, on n'ira pas utiliser ce détail-là du travail fait par la force non conservative. Ça va rester juste une quantité d'énergie qui a été fournie ou qui a été enlevée. Donc, en fait, mathématiquement, ça reste simple parce qu'on ne va pas du tout dans le côté compliqué de décrire comment cette force-là agit sur l'objet. Ça me permet donc d'arriver à l'exemple 19 où justement je vais parler du cas d'une fusée qu'on envoie dans l'espace à partir de la surface de la Terre. On va la regarder dans deux situations, en ligne droite ou en se plaçant en orbite. Donc, en fait, je dis en ligne droite, puis je l'ai mis entre guillemets parce que c'est un petit peu... ça n'a pas besoin d'être en ligne droite. Si je prends ma Terre, j'ai une fusée quelque part comme ça. Je l'envoie dans l'espace, je peux l'envoyer dans n'importe quelle direction, puis ça va être la même chose, tant que je la mets pas en orbite. Donc, ce qui est important, c'est vraiment la différence de se placer en orbite ou ne pas se placer en orbite. Mais après ça, le mouvement qui est effectué pour vraiment s'en aller dans l'espace n'est pas du tout important. Donc, on va commencer avec notre cas où on n'ira pas se placer en orbite. Ma formule de base, c'est delta E est égal à WNC. Le delta E, je vais l'exprimer avec EF moins EI. Dans les cas où on a l'énergie potentielle gravitationnelle UG qui est égal à moins grand G grand M petit m sur R, c'est vraiment, vraiment plus facile d'y aller avec initiale et finale séparément plutôt que de fonctionner avec les deltas tout le long. Donc, mon énergie finale, K finale plus UG finale, et mon énergie initiale, K initiale plus UG initiale. Quand on va dire que la sonde spatiale ou la fusée ou quoi que ce soit est projetée à partir de la surface de la Terre avec un système de propulsion, on va supposer que son énergie cinétique initiale n'était pas importante. Donc, imaginez la fusée sur la plateforme de lancement, elle commence sans vitesse initiale. Dans le Benson, on va souvent dire qu'on néglige la vitesse de rotation de la Terre, donc l'énergie cinétique que ça pourrait fournir. Ça va être le cas dans mes problèmes aussi. Donc, on suppose vraiment que c'est à peu près nul pour l'énergie cinétique initiale. Ensuite,
Si je cherche l'altitude maximale que mon satellite, ma sonde spatiale, excusez, va pouvoir atteindre en ligne droite, je veux vraiment dire, je l'envoie dans l'espace, puis où est-ce qu'elle va aller avant de se remettre à retomber? Si je la mets pas en orbite, c'est ce qui se passerait, elle se remettrait à tomber par après. Donc, je veux aller jusqu'à une énergie cinétique finale nulle aussi. Donc, tout ce que je vais avoir, ça va être moins grand G, grand M, petit m sur RF. Et là, j'ai mon moins qui est ici, et le moins de grand G, grand M, petit m sur RI est égal à WNC. Très souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre grand G, grand M, petit m en évidence. Ici, il va me rester moins 1 sur RF plus 1 sur RI. Donc, pour mes valeurs numériques, la constante gravitationnelle, grand G, c'est de 6,672 fois 10 à la moins 11. Vous pouvez la retrouver dans les notes de cours du chapitre 5, dans le Benson, dans ma feuille de formule qui est aussi disponible sur mon dos. Grand M, en fait, les deux masses ont un rôle équivalent. Que je prenne la masse de ma sonde spatiale pour le grand M ou pour le petit m et la masse de la Terre pour l'autre, c'est pas important. D'habitude, je vais prendre le grand M pour le plus gros objet. Donc, dans ce cas-ci, ce serait la masse de la Terre. La masse de la Terre, ça va être ma valeur de 5,98 fois 10 à la 24, qui est aussi fournie dans le Benson, au début du Benson, dans mes notes de cours, dans la feuille de formule aussi, parce que c'est une valeur qu'on réutilise souvent. Pour le petit m, je vais prendre la sonde spatiale de 200 kg. Moins 1 sur RF, c'est ce qu'on cherche, l'altitude maximale atteinte, plus 1 sur le rayon de la Terre. Donc, au début, notre objet part à la surface de la Terre, donc 6,37 fois 10 à la 6. Pour le travail fait par la force non conservative, c'est 12 gigajoules fournis par la propulsion. Donc 12 fois 10 à la 9 pour giga. Et avec tout ça, je trouve un rayon final de 1,51 fois 10 à la 8 mètres. Là, attention, le rayon final, c'est pas l'altitude finale. Si je reprends ma terre comme ça, le rayon final, c'est tout ça ici. Si je veux juste l'altitude, je veux juste cette partie-là. Donc, l'altitude va être donnée par RF moins le rayon de la Terre. Donc, 1,51 fois 10 à la 8 moins 6,37 fois 10 à la 6. Et ça me donne une altitude de 1,45 fois 10 à la 8 mètres. Donc ça, c'est la démarche quand on ne met pas le satellite en orbite ou la sonde spatiale en orbite. Qu'est-ce qui se passe si on veut la mettre en orbite? Ce qui va changer, c'est le cas final. En orbite, on ne peut pas avoir une énergie cinétique nulle, sinon l'objet tombe. Donc, quand je parle d'une orbite, ça veut dire que mon objet tourne autour de la Terre. Il y a forcément une vitesse associée à ça. Cette vitesse-là, j'en avais parlé dans le chapitre 6, dans la section 6.3, qui était facultative cette année. Parce que je ne voulais pas tant que ça insister sur la troisième loi de Kepler, mais les orbites, je veux quand même en parler, donc je vous refais la démonstration ici. Donc, si mon objet en orbite, la force gravitationnelle est vers le bas et mon axe des X pour ma dynamique va aussi être vers le bas, en fait vers le centre de la Terre, axe Y perpendiculaire. Et avec ça, j'aurai ma somme des forces en X égale à MAX avec mon accélération centripète, puisqu'on est en orbite circulaire. Pour la force, ça va être seulement la force gravitationnelle, donc grand G, grand M, petit m sur R carré. Ici, je peux donc simplifier les petits m, simplifier le R à droite avec l'exposant en bas, et je trouve une vitesse en orbite de grand G, grand M
sur R. Vitesse au carré. Si je veux la vitesse toute seule, bien sûr, je prends la racine carrée. Ça, si jamais vous avez à faire un numéro en orbite dans l'examen, je veux revoir cette démonstration-là. C'est pas quelque chose que je donne dans ma feuille de formule, donc vous devez le démontrer si jamais je le demande dans un numéro. Donc, à partir de là, je vais pouvoir au fond reprendre mon expression que j'avais tantôt, mais en utilisant mon cas final qui ne sera pas 0. Donc, je vais avoir KF plus UGF moins UGI, mon KI restait nul, est égal à WNC. Donc, KF, 1 demi M V orbite au carré, moins grand G grand M petit m sur R orbite, moins grand G grand M petit m sur R initial est égal à WNC. Donc, je remplace ma vitesse orbitale au carré, c'est pour ça que je n'avais pas pris la racine tantôt. Je savais que j'en aurais pas besoin. Et je vais avoir grand G grand M sur R, ici aussi. Et c'est le rayon de l'orbite, dans les deux cas. Je vais juste continuer avec la partie vraiment finale, qui est ces deux termes-là ensemble, pour faire voir que c'est les mêmes termes, c'est des termes semblables. Donc j'ai petit m, grand G, grand M sur R orbite. Ici j'ai moins 1, ici j'ai une demi, donc une demi moins 1, ça me donne moins une demi, grand G, grand M, petit m sur R orbite. Ça, on peut le définir comme étant l'énergie mécanique en orbite. Donc, énergie mécanique, grand E. C'est rare que je l'utilise écrit comme ça. D'habitude, moi, je vais passer par la démarche complète. Mais si vous regardez certains exemples par le Benson, ça se peut très bien qu'il utilise directement E orbite. Encore là, c'est pas une formule que je donne à la base, donc je voudrais que vous la démontriez si vous avez besoin de l'utiliser dans un numéro. Donc ici, ça restait pareil, plus grand G, grand M, petit m sur RI, est égal à WNC, et ça reste pareil à la ligne suivante. Je peux ensuite aller mettre mes valeurs numériques. En fait, comme tantôt, je vais mettre mon grand G, grand M, petit m en évidence. Donc 6,672 fois 10 à la moins 11 fois 5,98 fois 10 à la 24 fois 200. Puis maintenant, je vais avoir moins 1 sur 2 R orbite plus 1 sur le rayon de la Terre, 6,37 fois 10 à la 6 est égal à 12 fois 10 à la 9. Ça me donne un rayon d'orbite de 7,57 fois 10 à la 7. Donc, altitude. Je suis tassée un petit peu dans le coin, je ne le refais pas, mais c'est encore l'idée de soustraire le rayon de la Terre et je vais juste vous donner le résultat de 6,93 fois 10 à la 7 mètres. Et ici, on l'avait pour la question A. Dans le numéro suivant, à la question 20, je demande le travail effectué pour mettre le télescope Hubble en orbite. Et vous pouvez voir que j'ai refait ma démarche. J'ai pas fait le diagramme, je l'exige pas tant que ça, mais je refais au moins la démarche pour expliquer d'où vient la vitesse orbitale à partir de la force de la gravité et du fait qu'on est avec une accélération centrifuge.